Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. 16h34, je vous l'avais dit, et je savais qu'elle serait en direct avec nous en studio. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vue. Elle est députée fédérale d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Il s'agit de l'honorable Soraya Martinez-Ferrada. Bon après-midi, Madame Martinez, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Très contente de te revoir. Oui, mais ça fait tellement longtemps, ça fait tellement longtemps. Bon, mais la vie politique vous va bien, je l'ai dit en privé, mesdames, messieurs, mais vraiment, il faut que je le dise aussi en direct, c'est une vie trépidante. Oui, on est privilégiés. Je suis privilégiée de pouvoir représenter, je te dirais, non seulement les gens d'Hochelaga qui m'ont élu, mais tous les gens que j'ai côtoyés depuis tellement d'années, que ce soit même dans Hochelaga, mais ici même dans Saint-Michel, dans Montréal, dans l'est de Montréal, en fait. Alors, je suis très fière et très privilégiée de pouvoir vous représenter. Alors, mais c'est de gros dossiers que vous avez. Le tourisme, oui, c'est pas rien, et le développement économique du Québec, c'est quelque chose, là. oui, tout à fait. C'est des gros dossiers. Tu sais, le ministère du Tourisme, c'est très important. Montréal est une des plaques tournantes en tourisme au Québec, au Canada. Les communautés, comme les communautés noires, sont extrêmement importantes dans cette économie-là. Et le développement économique au Québec aussi est un enjeu vraiment important. Et le développement économique Canada, qui est DEC, très, très connu dans... Tu sais, ça fait plus de 50 ans qu'on existe, là. Alors, on était présent dans plusieurs entreprises et on est là pour les soutenir. Alors oui, c'est vraiment des dossiers importants, surtout dans le contexte économique dans lequel on est actuellement. Et puis j'imagine que dans Hochelaga, c'est pas le quartier le plus riche de Montréal et du Canada. Il faut que la ministre ait une présence et que ça soit significatif aussi pour la population. Oui, ben vous savez, moi j'ai toujours été une députée très très présente dans son quartier. J'informe les citoyens le plus possible à chaque fois. J'ai une bonne équipe aussi qui est là. On ne peut pas faire représenter plus de 100 000 personnes toute seule. Donc, j'ai une bonne équipe qui est très présente et j'essaie de faire le mieux que je peux. Mais c'est sûr que comme ministre, on est appelé à beaucoup être présente dans d'autres territoires, ce qui est d'autres provinces. Donc, c'est sûr que ça nous amène à voyager beaucoup. Puis il faut trouver l'équilibre à l'intérieur de tout ça. Mais si les citoyens veulent me parler, je vais toujours trouver le temps de rappeler mes citoyens qui m'ont donné leur confiance, en fait. Mais maintenant, il est beaucoup question d'élections dans l'air, au fédéral, etc. Et puis on voit, moi je dis à quelqu'un, je ne devrais pas dire ça, j'aime l'attitude de Justin Trudeau à déranger un peu tout le monde avec ses annonces prébudgétaires, etc. D'où est venue cette idée de faire ce travail-là musclé, d'être présent alors qu'on disait qu'il était très absent avant? Non, moi je pense qu'en fait, le budget est un document extrêmement important parce que c'est plusieurs mesures qui sont présentées dans un document qui, des fois, est très volumineux et beaucoup de mesures. Et les cycles médiatiques, bon, vous le savez, vous êtes à la radio, vont durer des fois 24 heures, 48 heures. Les gens n'ont pas le temps de vraiment prendre l'ampleur de chacune des mesures qui sont dans le budget. Et on a voulu le faire différemment parce qu'on pense que ça mérite qu'on puisse expliquer chacune des mesures qui nous semblent importantes. C'est pas toutes les mesures qu'on a annoncées publiquement. Le budget va être annoncé lundi. Mais on a pris le temps de parler des mesures qui nous semblent vraiment les plus importantes.
Et la crise qu'on a actuellement, qui est une crise inflationniste, qui est un moment où les gens souffrent énormément, surtout les gens les plus vulnérables. Mais nous, on a voulu s'attaquer à deux choses dans ces annonces-là rapidement. Soit l'enjeu que les enfants doivent manger. Donc, on doit s'assurer de pouvoir bien nourrir nos enfants qui vont à l'école pour qu'ils puissent bien étudier. Et on a voulu s'attaquer à l'abordabilité, au coût de la vie et à les mesures les plus importantes sont celles du logement. Parce que la crise qu'on vit actuellement au niveau du logement, elle est bien réelle. Et on veut s'assurer qu'on va, de façon très rapide, accélérer la construction de logements puis les nouveaux logements que les besoins ont besoin. Et naturellement, ça ne se fait pas en criant ciseaux, surtout Non. dans l'harmonie avec Québec. Québec qui a ses ambitions bien connues, n'est-ce pas? Et là, on annonce même peut-être un référendum sur l'immigration, parce que l'immigration, c'est un problème majeur aussi avec Québec. Mais vous savez, je pense qu'autant Québec comme le Canada, comme l'ensemble des provinces, on reconnaît que l'immigration est un besoin aussi essentiel à la propre survie de l'économie partout au pays. Et on doit s'assurer qu'on fait bien les choses parce que l'immigration est aussi un processus important dans lequel le citoyen canadien, partout où il est, doit aussi faire confiance à ce processus d'immigration. Donc, il ne peut pas y avoir d'abus, il peut pas, tu sais, les gens doivent respecter les programmes qu'on a mis en place et il faut effectivement s'assurer que on fait venir les gens qu'on a besoin. Si on pense au logement, il faut penser à la construction, par exemple. C'est un exemple. Si on pense à la santé, il faut penser aux gens qu'on a besoin pour livrer les services dont on a besoin en santé. Donc, il y a des secteurs importants qu'on doit regarder et on doit s'assurer que ce système, il n'y a pas d'abus. Parce que ça amène la confiance avec les gens qui, eux, ont passé à travers tout un processus d'immigration. Et aussi, les gens qui habitent ici depuis toujours et qui veulent s'assurer que c'est un système qui est accueillant, mais qui est rigoureux, qui est robuste, puis qu'il respecte certaines règles pour maintenir la confiance avec ce processus. Est-ce que vous prenez au fédéral, au gouvernement, très au sérieux l'annonce du gouvernement du Québec ou du premier ministre de réaliser un référendum sur l'immigration? Moi, je pense que Québec veut collaborer avec le fédéral et veut s'assurer qu'il n'y a personne qui veut réouvrir un débat qui peut dégénérer sur des conversations. On veut être dans une conversation positive, collaborative, de partenariat. Et je comprends qu'il, là, maintenant, le Québec se sent qu'il y a des défis au niveau de l'immigration, au niveau de l'intégration, la pression que ça a sur les services qu'ils offrent, que ce soit en santé, en éducation. Donc, il y a ces conversations à avoir avec le ministre de l'Immigration. Mais moi, je suis confiante qu'on va être capable de se parler sur des enjeux comme le logement ou sur les enjeux comme je disais tantôt, nourrir les enfants dans les écoles. Tout le monde veut trouver des solutions. Nous, on arrive avec beaucoup de solutions, puis on veut s'assurer que le Québec va faire partie aussi et contribuer, comme il l'a fait dernièrement avec le logement. Nous, on est arrivé avec 900 millions. Le Québec a dit, parfait. Moi, je veux qu'on se discute sur comment ce programme-là va fonctionner. Mais pour moi aussi, pouvoir avoir mon mot à dire, je mets 900 millions sur la table. Finalement, le programme est devenu 1,8 milliard. Et ça va donner beaucoup plus de logements que si on avait été tout seul comme gouvernement fédéral. Je viens de lire dans le journal La Presse d'aujourd'hui, justement, qui fait la répartition de toutes ces annonces-là et qui estime que le Québec n'a pas sa juste part. En fait, on parle de deux programmes spécifiques. C'est des programmes nationaux gérés par la Société canadienne d'hypothécaires. D'hypothèque et de logement, oui. D'hypothèque et de logement. Et donc, c'est un programme qui était sur demande et demande d'application, donc de projet, qui n'était pas un programme qui avait été construit de façon régionale. Nous, ce qu'on sait, c'est que tout ce qu'on annonce actuellement, un peu comme l'initiative rapide de logement qu'on a fait, c'est des programmes qui sont régionaux. Ces programmes-là ont respecté le poids démographique du Québec. Puis nous, on pense que les programmes qu'on est en train d'annoncer s'en vont là. Les programmes dont vous faites référence, c'est des programmes qui ont été faits déjà depuis quelques années déjà, mais qui, comme je vous disais, étaient des programmes nationaux
où il fallait déposer très compétitif au niveau des projets. Mais je pense qu'il faut effectivement s'assurer que tous les programmes qu'on est en train d'annoncer, ce qui est le cas, vont respecter le bon démographique des provinces. Des provinces et puis incluant le Québec. Oui, tout à Puis, fait. il y a cette difficulté qu'on parle immigration au Québec, les poils s'hérissent un petit peu. Et puis, il y a la question de la langue. Est-ce que le fédéral fait sa juste part pour aider le Québec? C'est un besoin, effectivement, de se connecter à la langue française. Sans culture, on n'y est plus. Mais par contre, nous avons des modèles de réussite de gens nés ailleurs, n'est-ce pas, et qui s'intègrent dans la culture québécoise. Est-ce qu'on met suffisamment en valeur ces gens-là pour les montrer et Ben moi, j'en suis une. Vous en êtes un. Ah oui. Ah oui. Moi, Mais je moi, suis, vous je êtes suis un petit peu plus un que peu vous. plus que moi. Mais moi, je suis une fille de la loi 101. Hein? Puis moi, je pense que le Québec s'est doté d'une loi qui protège justement le fait français. Est-ce qu'il faut en faire plus? Absolument. Je pense que le fait français est en danger dans une mer d'anglophones en Amérique du Nord. Les 9 millions francophones que nous sommes dans une mer de 300 millions anglophones va toujours être fragile. Et donc, il faut s'assurer qu'on appuie la langue et qu'on la promouvoie puis qu'on la protège. Mais la loi sur les langues officielles au fédéral doit aussi faire mention des anglophones qui vivent en minorité, et il y en a au Québec, qui font partie de l'histoire et du patrimoine québécois. Et donc, il faut aussi protéger les droits des minorités linguistiques qui fait partie des langues officielles qu'on a. Mais ça cause toujours des problèmes. Mais maintenant, ce dont vous parlez, puis je pense qu'il y a plusieurs éléments dans votre question, c'est, il faut s'assurer que les immigrants qui arrivent au Québec vont parler français. On est l'exemple même de ce que ça peut se faire. Donc, le Québec a Et puis nos enfants, quand ils parlent, exact. si on les voit pas, on voit pas leurs yeux, on voit pas. Hein? Exact. Puis, il faut s'assurer que dans l'entente Canada-Québec, Québec reçoit de l'argent du fédéral pour notamment la francisation. C'est la seule province qui reçoit pas loin de 800 millions par année pour son système d'immigration, qui inclut la francisation. Mais l'autre élément qui est super important, que vous avez un petit peu mentionné, c'est la question de la culture, la question de la consommation de nos biens culturels. Vous avez des enfants, des petits-enfants, les gens qui nous écoutent ont des enfants, des jeunes enfants. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est que la consommation culturelle de nos enfants passe par leur téléphone, et leur téléphone, en grande majorité, il est en anglais. La consommation du bien culturel passe par des Netflix de ce monde, et donc il y a un défi d'assurer que le français existe sur ces plateformes, parce qu'il faut le protéger pour qu'on puisse aussi protéger notre culture nationale, qui est la langue, entre autres, française, francophone. Donc, il faut s'assurer de ça aussi. Donc, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de législation au niveau de la radiodiffusion. C'est une question de législation au niveau de ce qui se passe sur Internet. Parce que le fait français va pas juste exister parce qu'on met plus d'argent dans une école francophone. Il va exister parce qu'on le protège aussi sur Internet, sur les plateformes. Et donc, c'est plusieurs choses à l'intérieur du fait français. Mais c'est bien important hein, parce on souhaite que nos enfants vont continuer à parler français. Et le véritable problème, parce que je viens de voir une dépêche avant de commencer l'émission, à savoir que la commission English Montréal porte la cause en appel, et c'est toujours avec le support du fédéral, et puis Québec n'est pas très heureux de ça. En fait, ce que vous parlez, c'est la loi 21. Ce n'est pas le fait français. C'est pas la question des anglophones et des universités anglophones. Ils font appel à la question Absolument. de la loi 21. Ça, c'est autre chose. Il y a, au fédéral, on a mis sur pied un programme de contestation judiciaire qui n'est pas politique. Le politique ne décide pas qu'est-ce que le programme de contestation judiciaire peut appuyer comme cause. Ça pourrait être la cause des femmes, ça pourrait être la cause des personnes noires qui veulent défendre leurs droits et c'est ça. Bon. Donc, le programme de contestation judiciaire peut choisir d'appuyer des organisations qui demandent de l'aide. La question du fédéral, c'est que le gouvernement fédéral a une obligation, et l'obligation, qui est son procureur, le procureur du Canada,
a l'obligation de défendre la Charte des droits et libertés. Donc, si une cause est amenée à la Cour suprême, le Canada a l'obligation d'intervenir dans une cause qui est devant la Cour suprême si la Charte des droits et libertés y est apportée. Donc, c'est une question juridique qui va même au-delà de la décision politique. C'est une décision juridique qui, à la limite, peut être apolitique parce que la Charte des droits et libertés qui existe au Canada, une fois qu'elle est interpellée au niveau de la Cour suprême, mais on doit aller la défendre. Absolument, c'est le devoir. Oui, je comprends l'idée de défendre surtout les droits et libertés, la Charte canadienne des droits et libertés. Cela dit, il faudrait peut-être, avant de nous quitter, lancer un petit mot à nos auditeurs et leur dire que vous êtes toujours là, même si mais moi, je suis toujours là. Puis moi, ce que je veux vous dire et ce que je veux dire à la communauté noire, la communauté haïtienne, beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui. Moi, j'ai aussi le grand honneur et privilège d'être en relation avec un homme haïtien. Et je souffre avec le peuple haïtien de ce qui se passe en Haïti en ce moment. C'est vraiment catastrophique. Et ça déchire le cœur de voir un peu l'état d'un pays si beau. C'est inspirant pour, entre autres, une femme latino-américaine. C'est le peuple haïtien qui a libéré beaucoup de pays latino-américains, qui a tracé le chemin de la liberté. Et j'espère que ce pays va retrouver la paix, la sérénité qu'elle mérite pour que ces gens puissent vivre en dignité dans ce pays. Et je souhaite beaucoup de résilience au peuple haïtien. Est-ce que vous pensez que le Canada a fait tout ce qu'il pouvait pour aider Vous savez, dans le dossier? c'est toujours difficile de répondre à cette question-là parce que c'est bien évident qu'on voudrait toujours en faire plus. Mais je pense que le peuple haïtien est un peuple fier. Je pense que le peuple haïtien veut aussi une solution par et pour les Haïtiens. Je le pense vraiment. Je pense qu'on a une ministre des Affaires étrangères très proche aussi de la communauté haïtienne, Mélanie Joly. Elle a fait beaucoup. Maintenant, notre plus grande préoccupation, comme vous le savez en ce moment, c'est de nous assurer que tout Canadien en Haïti qui souhaite partir dans les zones qui ont été ciblées pour l'évacuation peuvent sortir. Est-ce que vous imaginez, je m'excuse, Madame la ministre, que ça peut s'apparenter ou être interprété comme étant un abandon? Non, pas du tout. Il y en a qui le voient comme ça parce qu'on n'entend plus parler de cette force multinationale Non. Hein? En fait, la force multinationale, puis vous savez, les conversations qui ont eu lieu sont les mêmes. Maintenant, il y a des négociations à savoir comment ce gouvernement de transition va se négocier. Je comprends que c'est actuellement des longues et difficiles conversations, mais ça faut que ça commence par là. Il faut qu'il y ait un gouvernement de transition qui va assurer éventuellement, dans un délai raisonnable, éventuellement des élections, mais qui vont se faire dans un climat qui va permettre aussi une réelle démocratie. Alors, c'est sûr que je pense que on a annoncé de l'argent pour soutenir la police nationale, on a donné de l'argent pour justement assurer cette intervention internationale menée entre autres par le Kenya. Mais je souhaite vraiment qu'il y aura une sortie de crise. Je souhaite vraiment que le peuple haïtien et les gangs, entre autres, vont avoir un souhait de retrouver la paix pour leur peuple, pour leurs gens, pour qu'ils le méritent bien. Et nous, c'est pas de sortir les Canadiens pour sortir les gens du pays. On veut juste dire que nous, comme Canadiens, le Canada est là pour les Canadiens. C'est notre priorité, toujours va être celle de la sécurité des Canadiens. Et le message que je dis, c'est que s'il y a des Canadiens qui souhaitent revenir au pays parce qu'ils ont peur pour leur vie, leur sécurité, mais nous, on est là pour nous assurer qu'ils peuvent rentrer au pays. C'est tout ce que je dis. Moi, je n'incite personne à quitter le pays s'ils ne veulent pas quitter Haïti. Je pense que ça va prendre aussi un peuple haïtien qui reste pour se battre et reconstruire ce pays, qui en mérite grandement.
L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée fédérale d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence du développement économique du Canada pour les régions du Québec. Je vous remercie, Merci, Madame la Jean. ministre. Et quand quelqu'un m'appelle Jean-Ernst, ça veut dire qu'elle me connaît, cette personne-là, vraiment. Là. Mais Parce que vous tout le aussi, monde vous sait- pouvez m'appeler Soraya parce Ben que ça oui. fait plus de 20 ans, Oui, oui. plus de 25 ans quasiment qu'on se connaît. Merci beaucoup, Merci, Soraya, d'être merci à venue. vous, merci à tout le monde. Merci, et puis on se reparle, c'est sûr.